Bonjour à tous. Donc je vais prendre un peu la suite. Je vais essayer de parler un petit peu audioprothèse. En gros, la thématique principale de ce que je vais vous exposer, quelque chose qui me tient à cœur, où j'en avais un petit peu parlé, au niveau des techniques de stéréoéquilibrage, enfin savoir déjà ce que les patients entendent, comment ils arrivent à localiser, et essayer de voir comment on peut améliorer les réglages. Pour essayer peut-être d'améliorer la localisation, la compréhension dans le bruit et l'équilibre postural. L'équilibre postural, ça paraît assez simple au niveau de comment ça, si on arrive à améliorer le stéréoéquilibrage et la localisation, c'est à partir du moment où le patient sait où sont les sources sonores en mouvement, mais il aura besoin de moins bouger la tête ou le tronc, surtout s'il est en mouvement, et donc il aura un centre de gravité qui sera beaucoup plus stable. Je vais commencer en fait par une étude qui parle de l'équilibre postural. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux articles qui ont essayé de montrer qu'il y avait un avantage à se faire appareiller au niveau de l'équilibre. Le premier date de 2015, donc très récent, sur une série d'une dizaine de patients, où ils avaient fait mettre les patients en tandem, c'est-à-dire talon-pointe, et regarder à partir de combien de temps ils allaient rester debout. Donc on ne les faisait pas tomber, on était là pour les rattraper, hein, et on regardait ça à appareil ouvert, appareil éteint, et ils ont constaté que chez 10 patients, il y avait une amélioration quand l'appareil était allumé. Il y a un autre article assez récent qui a essayé de refaire un petit peu la même chose pour voir s'il y avait des améliorations de l'équilibre postural quand on va mettre une aide auditive. Et ils se sont rendus compte en fait que surtout quand la personne avait des déficits vestibulaires, les gens qui étaient appareillés trouvaient un bénéfice au niveau de leur équilibre. Alors deux mémoires ont travaillé là-dessus, je vais vous présenter les résultats rapidement. On a essayé de reprendre les résultats de ces deux expérimentations. On va mettre le patient en tandem, donc talon-pointe, ou en unipodal, c'est-à-dire à cloche-pied, ou on va le faire marcher en funambule, et on va regarder le nombre de secondes qui va rester, ou alors le nombre de pas qu'il va faire avant d'être instable. Donc on va faire 4 conditions, les yeux fermés, les appareils éteints, les yeux ouverts, les appareils allumés, enfin toutes les conditions possibles. On le fait 3 fois de suite, il y a du bruit perturbant autour du patient, et on va essayer de quantifier ou de modéliser le temps qu'ils vont rester debout, le nombre de pas qu'ils vont faire, par rapport avec des paramètres purement audiométriques, en plus de l'âge et le questionnaire d'audition spatiale, le SSQ15, là, qui vient d'être publié par Annie Moulin. Et on a trouvé des choses assez intéressantes. Donc je ne vais pas parler 3 heures dessus, mais contrairement à ce que les deux papiers qui ont été publiés, je ne trouve pas de choses très pertinentes au niveau de appareil éteint, appareil allumé, et pas de choses pertinentes quand la personne est en état stable type tandem. Au niveau de la modélisation, quand on a voulu modéliser les performances que faisait le patient, on a trouvé des choses, surtout quand la personne était en unipodal ou alors en funambule, c'est-à-dire en pseudo-stationnaire ou alors en dynamique. Et on a pu modéliser les performances que faisait le patient. Par exemple, si on prend non, je sais pas. Ça va être ça. Non, c'est pas ça. On a pu modéliser le nombre de... marche pas, si. Le nombre de secondes que va rester le patient sur un pied, en unipodal, à partir de l'âge, des résultats des questionnaires d'audition spatiale, de l'asymétrie de l'audition du patient et aussi des seuils audioprothétiques. Donc le modèle explique 57% de la variance, ça veut dire qu'on a comparé en gros des patates avec des tomates, puisqu'a priori l'équilibre n'a rien à voir avec ça, mais en fait si, ça a l'air d'être lié. Donc les paramètres, bon bien sûr l'âge va jouer, mais des paramètres purement audiométriques permettent d'estimer des mesures en équilibre postural. Alors contrairement à ce qui avait été publié, les résultats qui modélisent tout ça sont plutôt des résultats quand on a toutes les modalités qui sont ouvertes, qui sont allumées, c'est-à-dire les yeux ouverts. Et avec les appareils, le patient, en fait, a priori, utilise
des indices auditifs pour pouvoir mieux tenir. Et je pense en fait personnellement que contrairement à un système qui est on-off, c'est-à-dire on va éteindre, on va allumer les appareils, il va y avoir des changements, c'est plutôt un système d'apprentissage, à savoir que comme quand on va faire du violon, on a intérêt à utiliser la vue, le proprioceptif, l'oreille, pour affiner notre violon. Ben, en fait, pour tenir debout, ça paraît être la même chose, c'est-à-dire que avec les appareils, sur une durée, le patient va devenir plus performant au niveau de son équilibre postural. Donc ça, c'était la première étude. Je ne m'étale pas dessus, mais ça peut être intéressant parce que on voit aussi que sur les modèles qui ont été proposés, enfin qui découlent de l'analyse statistique, on a des paramètres qui sont liés à des mesures de seuil prothétique. Donc bien sûr des mesures d'asymétrie auditive, on le sait, hein, quelqu'un qui a une surdité très asymétrique, il est pas très stable. Mais les seuils prothétiques, ça peut en fait, on peut envisager qu'il est possible qu'avec un réglage différent ou un réglage adapté, on puisse peut-être améliorer l'équilibre du patient. Mais ça reste à prouver, hein, mais ça ouvre une piste. Le problème, on va voir que pour pouvoir tenir debout et pouvoir appréhender notre espace sonore qui va fusionner avec la vision et le proprioceptif, encore faut-il pouvoir correctement appréhender notre espace sonore. Alors Guillaume en a déjà parlé, mais je rappelle quand même qu'il y a pas mal de papiers qui montrent à partir du moment où on met des aides auditives, surtout si les aides auditives sont adaptatives, on va dégrader les indices de localisation et on va dégrader les performances du patient. Généralement, beaucoup de papiers s'arrêtent à plus ou moins 90 degrés, donc les haut-parleurs qui sont devant le patient, et on s'aperçoit en fait que là où il y a le plus gros problème, ça va être au-delà de 90 degrés quand le message vient de derrière. Donc ça, c'est une autre étude qui montre en fait que les problèmes de perception, de localisation sont surtout liés à des indices haute fréquence. Même les sourds appareillés, quand on envoie des sons qui sont plutôt dans les basses fréquences, ils sont assez performants sur les plus ou moins 90 degrés. Et au-delà de 90 degrés, donc c'est les résultats qui sont sur la gauche, on voit qu'il y a beaucoup de confusion entre le devant et derrière, donc ce que disait Guillaume. Et ces confusions sont problématiques. Souvent, on a des gens qui entendent des fois mieux ce qu'il y a derrière que ce qu'il y a devant, et surtout, ils ne savent pas si ça vient de derrière ou de devant, s'ils n'utilisent pas la vue. Alors, c'est surtout lié aux cônes de confusion. En gros, si on n'avait pas de pavillon, on entendrait de la même façon devant-derrière, et avec des aides auditives, surtout des écouteurs déportés, la captation faite par les microphones nous affranchit en fait de l'effet pavillonnaire puisqu'elle est au-dessus de l'oreille. Il y a quelques papiers qui ont essayé d'évaluer ces distorsions, enfin ces problèmes de localisation en fonction de la gamme du produit, puisqu'on a quelques fabricants depuis quelque temps qui essayent de nous le vendre un petit peu des nouvelles stratégies avec des effets pavillonnaires. A priori, cet article est assez récent, qui a utilisé deux marques et qui a comparé les résultats qu'on obtient avec un entrée de gamme et un haut de gamme. On n'a pas trouvé de différence pour les fréquences, pour les capacités de localiser lorsque le son est de haute fréquence. Alors nous, on a essayé de mettre en place un système composé de 8 haut-parleurs, chaque haut-parleur en fait va être placé de telle façon qu'il a en fait son complément devant-derrière pour être sur le cône de confusion. Chaque haut-parleur a 2 entrées et on va aléatoirement envoyer de la voix. Donc on a fait de la localisation avec du signal de parole avec 3 tests différents. Premier test, on met que de la voix de manière aléatoire sur les 8 haut-parleurs. On va demander au patient, donc appareillé bien sûr, on va demander au patient où est-ce qu'il a entendu sur un cadran de 16 possibilités.
Test 2, on va envoyer de la voix d'homme et de la voix de femme et on va demander au patient de nous donner où est-ce qu'il a entendu la voix d'homme, où est-ce qu'il a entendu la voix de femme. Et troisième test, on va mettre de la voix d'homme et un bruit. Et il doit nous dire j'ai entendu le bruit sur tel cadran et la parole sur tel autre cadran. On a fait ça déjà chez des normes-entendants. Donc, ce qui est, pour bien comprendre, par exemple, donc c'est c'est très long parce qu'en fait chaque haut-parleur aléatoirement est passé 640 fois pour 10 patients, donc c'est long, mais après on a une distribution, à savoir que quand on a envoyé un haut-parleur sur le haut-parleur 1, un normand-entendant nous a quasiment toujours dit, 90% des cas, il nous a dit que c'était le cadran 1. Quand on envoyait sur le haut-parleur 8, 90% des cas, il nous a dit que c'était sur le cadran 15, qui correspond au haut-parleur 8. Et derrière, c'est un petit peu plus difficile. Néanmoins, en fait, c'est bien centré là où il faut. Quand on a fait la même chose avec 12 patients avec des écouteurs déportés, on s'est aperçu qu'ils ne sont pas si mauvais quand le son vient de devant. Par contre, quand le son vient de derrière, il y a des inversions quasiment systématiques. Ça veut dire qu'il a l'impression que la parole, en fait, vient de devant. Donc, quand on compare, que ce soit sur le cadran à gauche ou le cadran à droite. Quand on compare les normes-entendants et les malentendants, donc en gros, quand c'est devant et il sait très bien faire la différence entre gauche et droite, quand c'est derrière, il fait beaucoup d'inversions. On a fait pareil sur un autre cadran où on va comparer le haut-parleur 2 au haut-parleur 3, qui est toujours en fait sur le cône de confusion. Et on a à peu près la même chose, c'est-à-dire que les normes-entendants font facilement la distinction devant, derrière, gauche, droite, et les malentendants sont gênés et font pas mal d'inversions. Alors là, c'est un peu compliqué donc ça, c'était la moyenne sur les 3 tests. Après, on a essayé de décomposer les tests où il n'y a que de la parole sur un des haut-parleurs ou 2 voix sur 2 haut-parleurs différents ou les mêmes de temps en temps, ou alors parole plus bruit. Et on a essayé de voir s'il y avait une différence entre les hauts de gamme et les entrées de gamme sur leur capacité à localiser ces 3 tests. Et on s'est aperçu, alors là, malheureusement, c'est un peu trop complexe, mais on s'est aperçu que quand il n'y avait qu'un signal, que ce soit de l'entrée de gamme ou du haut de gamme, on avait les mêmes performances. Par contre, que quand il y avait 2 signaux, a priori, les patients qui avaient un haut de gamme étaient plus capables de localiser les 2 sources que lorsqu'on en avait une. Ça va un peu à l'encontre de ce qui avait été publié, sauf que là, déjà, c'est des signaux de parole, et c'est pas des signaux, c'est pas des bruits, et ainsi de suite. Alors, on est en train de faire ça avec des intras, pour essayer de voir si on ne va pas améliorer les capacités, puisqu'avec l'intra, on aura un effet pavillonnaire. Pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. C'est la seule chose qu'on peut vous montrer, c'est qu'il y a eu un papier qui a montré effectivement que sur la capacité à distinguer droite-gauche, que ce soit un intra ou un écouteur déporté, il n'y avait pas vraiment de différence. Par contre, quand c'était la possibilité de distinguer le devant du derrière, en fait, l'intra avait des scores qui étaient un peu meilleurs que l'écouteur déporté. Un peu meilleur, ça ne veut pas dire qu'il était très performant. On s'est amusé à faire ça sur des cophoses, donc qu'on a testé oreille nue ou avec un cross aérien ou avec un système à dire à conduction osseuse. Et on a été surpris des résultats qu'on pouvait obtenir avec une cophose unilatérale, où en théorie on n'arrive pas à localiser avec une seule oreille sur quelqu'un de pathologique. On s'est aperçu, donc sur ce cadran, on voit bien que ça soit oreille nue avec cross aérien ou à dire, le patient, pour les cophoses oreille droite, 7 patients ont la capacité de savoir si le son vient de la droite ou de la gauche. Ils sont moins précis, mais ils ont la capacité de latéraliser en fait la source. Donc ça, il ne faut pas croire qu'il faut 2 oreilles en fait pour latéraliser. On est capable de latéraliser, c'est moins bon, c'est moins précis, mais ils le sont quand même. Bizarrement, on a fait 6 cophoses oreilles gauche, et là on s'aperçoit que quand on va essayer de faire des tests de latéralisation, ils sont bons quand ça vient du bon côté, donc l'oreille droite qui entend, et ils sont très mauvais en fait quand le son vient de l'autre côté.
Et on a une différence entre les cofausses oreille gauche et les cofausses oreille droite. Donc est-ce que quand on a une cophose oreille droite, on a plus de possibilités de localiser? Ça peut être aussi lié au groupe qu'on a pris, on n'a pas encore d'avis là-dessus. On a fait pareil au niveau des cadrans un peu plus étroits et on obtient la même chose. Donc ça, c'est intéressant parce que ça dit plusieurs choses. Ça dit en fait que on veut que le patient tienne debout et qu'il ait un bon équilibre postural, mais s'il est incapable de savoir si le son vient de devant ou de derrière quand il n'a pas la vue, ça peut poser un problème quand même pour tenir debout. Donc on a essayé d'un peu savoir comment ça se passe, essayer de voir si on ne pouvait pas faire une évaluation du stéréo-équilibrage. Donc dans un premier temps, il y a quelques années avec Rémi, un ancien étudiant, je donnerai le nom de tous les étudiants à la fin, on a essayé d'évaluer, de décomposer les capacités des patients avec leurs appareils en champ libre en essayant d'évaluer avec des DI et des DT les performances des patients avec leurs appareils. Alors pourquoi on veut les décomposer? Parce qu'on sait aussi que pouvoir avoir un matériel pour localiser, pour évaluer les performances du patient au niveau de la localisation, ça demande beaucoup de haut-parleurs, beaucoup de technicité, beaucoup de calibration. Et quelquefois, il y aura beaucoup de disparités d'un labo à un autre parce qu'ils n'auront pas les mêmes... ils n'auront pas le même matériel. Donc si on arrive avec des tests un peu plus simples, à décomposer et à évaluer la localisation juste avec des évaluations de DI et DT, ça pourrait être quelque chose de pertinent. Bon, ça je vais passer. Donc sont sortis il y a 3-4 ans des haut-parleurs directionnels HP Clear 500P. Bon, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop vendu de ce système-là, mais l'avantage de ces haut-parleurs directionnels, c'est que contrairement à un haut-parleur qui est en rouge et qui va diffuser de manière homogène dans toutes les directions, cet haut-parleur est extrêmement précis au niveau de sa focalisation. Et on a imaginé la possibilité d'envoyer des signaux un petit peu différents à gauche et à droite, soit décalés dans le temps, soit décalés en intensité. Et est-ce qu'on peut faire des mesures comme on pourrait faire au casque avec les appareils sur des patients sourds? Donc cette manip, on avait fait une 50aine de patients où on a fait des fonctions psychométriques des capacités de discrimination en temps ou en intensité. Donc dans ce cas de figure, on voit bien que le patient, on va envoyer un clic décalé par exemple de manière aléatoire, décalé à gauche et à droite, donc de 1 milliseconde, et on regarde si sur un nombre de passations le patient fait la différence. Il va nous dire que le son vient de la gauche, dans l'autre sens le son vient de la droite, et on va regarder à partir de quand on est au milieu, en fait, on est centré. Et pour chaque patient, on a mesuré le DI, le DT et le DI. On fait pareil au niveau du DI. Et on a essayé d'évaluer sur 43 patients si ces mesures de DI et DT avaient été reliées à des paramètres du patient. Et on a trouvé des corrélations assez fortes avec le DT par rapport à sa perte auditive, par rapport à l'asymétrie de sa perte, et par rapport en fait au questionnaire d'audition spatiale d'Annie Moulin, le SSQ15. Le DI, on a surtout la perte et la symétrie. Donc ça veut dire qu'il est possible qu'avec cette mesure, une des deux mesures, le DI-DT, on ait un indice qui pourrait nous faire croire que le patient est bien a de bonnes capacités de localisation ou pas. Une deuxième expérimentation qu'on a fait, où là c'était il y a 2 ans, il y a 5 étudiants qui ont travaillé là-dessus. On s'est dit, bon, on a fait ça avec des haut-parleurs directionnels, est-ce qu'il ne serait pas possible de le faire avec des haut-parleurs traditionnels en utilisant un petit peu le protocole de Framatrix, à savoir 2 haut-parleurs à 60 degrés à 1 mètre. Et donc on a fait des mesures de DI-DT et aussi on a fait des mesures d'intelligibilité en regardant, donc en envoyant de la parole d'un côté du bruit de la parole, avec des scores où on va mettre de la parole, donc soit des mots disyllabiques de Fournier, soit des monosyllabiques, soit des phrases de Montesquieu. On va dégrader, on va faire ça dans 4 conditions, avec de la parole
où il y a un peu de bruit et une durée du mot qui est, on va le dégrader en mettant du bruit ou en accélérant, ou en diminuant la durée du mot. Donc dans ce cas de figure, par exemple, ce patient qui a un exemple, dans les conditions, les 4 conditions, en moyenne, il était à 34% en diotique et il était à 41% en dicotique. Donc il y avait un delta entre les deux qui montrait qu'il entendait mieux quand la parole venait de la gauche. Et est-ce que ce delta que l'on a mesuré pouvait être quantifié par des mesures purement DI-DT? Donc là, c'est un autre exemple où on a fait des régressions logistiques sur ce patient. On a regardé s'il était équilibré au niveau de son DT, s'il était équilibré au niveau de son DI. Là, dans ce cas de figure, par exemple, on voit qu'il y a un déséquilibre vers la droite de son DT. On a fait une analyse après un peu compliquée statistique où on a essayé de modéliser ce décalage d'intelligibilité en dicotique et dicotique inversé et qu'est-ce qui pouvait et à quoi en fait était relié ce décalage par rapport à des paramètres tels que le DI, le DT, la différence de gain prothétique moyen dans les basses fréquences, dans les hautes fréquences, la différence de perte moyenne dans les basses fréquences, dans les hautes fréquences. Et on a trouvé une très forte corrélation en fait, par rapport au décalage du DI. À savoir, avec tous ces paramètres, quand on fait la dicotique et le dicotique inversé, la différence qu'il y avait, donc l'asymétrie qui est entre les deux conditions, est fortement corrélée avec la mesure du DI donc, que l'on a fait avec le haut-parleur. Donc on a mis en place une procédure de stéréo-équilibrage simple, ce n'est pas la méthode APA de Léon, c'est beaucoup plus simple. On avait un patient qui avait un seuil prothétique tonal et un seuil d'inconfort en champ libre avec les appareils, à gauche et à droite, et on a équilibré les deux pour essayer de faire une sorte de stéréo-équilibrage de la dynamique pour que le patient entende de la même façon à gauche et à droite, que ça soit au niveau du seuil et au niveau du seuil d'inconfort. Et on a refait ces tests-là et on a essayé de voir s'il y avait une amélioration au niveau des tests que l'on a fait, c'est-à-dire dicotique, dicotique inversé, et on a rajouté diotique, c'est-à-dire que le son et la parole viennent simultanément sur les deux haut-parleurs. Ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'en faisant ça, alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a vu en fait que ce qui était le meilleur modèle pour déterminer l'asymétrie qu'il y avait entre dicotique et dicotique inversé, c'est une différence de DI. Donc ça nous a un petit peu amené sur l'hypothèse de dire on va essayer de rééquilibrer les deux oreilles en DI et on va voir ce qui se passe. Alors, au niveau du diotique, donc ça veut dire que les mots viennent d'en face et ils ne sont pas séparés. On voit qu'on a une amélioration à 21 jours après stéréoéquilibrage des mots monosyllabiques, des mots bisyllabiques, et pas une amélioration qui n'est pas significative, donc pas d'amélioration a priori de la phrase. En dicotique et dicotique inversé, on a essayé de voir ce qui se passait au niveau de l'amélioration du diotique en fonction de l'asymétrie de la surdité. On a pris deux groupes, des gens qui avaient une surdité symétrique où il y avait une différence inférieure à 20 dB et des gens qui avaient une surdité asymétrique avec une différence supérieure à 20 dB. Le groupe qui avait une surdité symétrique, le fait de mettre du stéréoéquilibrage a amélioré grandement l'intelligibilité en diotique du patient. Le groupe qui était en surdité asymétrique, il n'y a pas eu d'amélioration de l'intelligibilité. Lorsqu'on a évalué aussi ce qu'a procuré le fait de rééquilibrer les deux oreilles, on voit aussi que le groupe qui était symétrique, on est passé d'une différence d'intelligibilité entre la gauche et la droite, dicotique inversé de 9% à 5%, c'est significatif. Et pour le groupe qui est asymétrique, en fait, on a même eu une dégradation de l'intelligibilité. Donc le stéréoéquilibrage, en fait, a ses limites, parce qu'il va fonctionner quand on a une surdité asymétrique qui est inférieure à 20 dB. Ça, c'est un peu ce qu'on décrit.
Donc en gros, on est en train de mettre en place maintenant des nouvelles procédures de stéréoéquilibrage qui seront peut-être présentées dans 1 ou 2 ans. Et l'objectif, en fait, pour moi, ça sera de ne pas répondre à cette question, mais de mettre une affirmation, en fait, à ces 3 questions en bas, à savoir, le fait de stéréoéquilibrer, il serait bien qu'on mette en place des méthodes qui permettent d'améliorer la compréhension dans le bruit, d'améliorer la localisation et ce qui pourrait peut-être améliorer l'équilibre postural du patient. Donc ça, c'est tous les étudiants en fait qui ont participé à ces études que je remercie, et puis je vous remercie de votre attention.